Monsieur le Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le vice-gouverneur de la Banque centrale, vice-président de la BNC, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des organismes autonomes et des organismes centraux du ministère, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique et du ministère, distingués membres de la presse, chers invités, chers amis, Madame la directrice du SIAT qui a bien voulu assister à cette cérémonie et venir m'encourager au cours de cet événement, chers invités, chers amis. Par une de ces curieuses coïncidences dont l'histoire a seule le secret, me voici devant vous encore une fois pour prendre le maillet à la tête d'un ministère que j'ai dû quitter il y a tout juste 9 mois. La chose est d'autant plus curieuse que cela se passe entre deux ministres, en l'occurrence Madame Marie-Carmel Jean-Marie et moi-même, qui nous sommes partagés la direction de ce ministère 4 fois au cours des 3 dernières années. Et dire qu'au début du mandat présidentiel, j'ai refusé le poste de ministre de l'économie et des finances. En effet, habité par l'esprit du changement nécessaire qu'incarne l'arrivée du président au pouvoir, du président Barthélémy au pouvoir, l'équipe de transition militait avec énergie pour une transformation radicale de l'appareil administratif qui devait être annoncée dès la composition du premier gouvernement. En particulier, la création d'un ministère du développement économique a représenté pour nous un enjeu extrêmement important. Ce ministère regrouperait les grandes fonctions stratégiques du ministère de la Planification et de la Coopération externe, du ministère de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie pour faire un ministère responsable de la stratégie économique du pays et confier ainsi les fonctions financières et de mobilisation de ressources à une autre structure, comme c'est le cas de la plupart des pays qui émergent aujourd'hui. Depuis les travaux de la CNRA 1997-2001, nous avions acquis la conviction que les fonctions de gestion comptable et, dans une moindre mesure financière, l'emportaient sur toutes celles qui devraient aider à structurer le cadre de vie général de la population et à assurer la pertinence et la légitimité des politiques publiques dans la vie des citoyens. Les procédures et la tradition ont eu raison de ces ambitions et le destin en a décidé autrement. C'est donc avec humilité et un grand sentiment du devoir que je reviens au ministère pour continuer un travail entamé par moi-même ainsi que par ma prédécesseur. Je sais que le grand Dieu de l'univers m'accompagne, me couvre de sa sagesse pour que par les décisions que j'aurai à prendre, j'aide à accomplir son œuvre dans la vie du peuple haïtien. Je remercie particulièrement mes parents qui sont toujours là pour moi et qui me rappellent que je dois avancer, surtout quand tout semble aller mal. Je veux aussi remercier ma femme et mes enfants pour leur compréhension et leur présence dans ma vie et pour me porter à toujours donner le meilleur de moi-même en toutes circonstances. Je veux ici et de manière solennelle dire un grand merci au président de la République pour m'avoir fait confiance depuis le début, pour m'avoir supporté dans des moments particulièrement difficiles. Je ne suis pas peu fier d'appartenir à son équipe, moi qui expérimente au quotidien son engagement pour Haïti, sa fidélité à cette patrie. Je m'engage à continuer à l'aider dans chacune de mes décisions et à rendre réelle et concrète dans la vie des citoyens cette volonté de changement qui l'habite. Permettez-moi également de remercier aussi de façon toute spéciale
le Premier ministre Evans Paul, qui a bien voulu venir procéder à l'installation du ministre au niveau de ce ministère, sur un coup de téléphone, rapidement, d'avoir fait choix de moi pour intégrer son équipe de gouvernement. C'est un homme politique avisé dont le parcours commande le plus grand respect. Je lui promets loyauté et engagement à mettre toutes mes compétences au service de la réalisation de son programme de gouvernement et de la feuille de route tracée pour le ministère de l'économie et des finances. Mesdames, Messieurs, cadres du ministère, distingués invités, pour me répéter, je reviens au ministère 9 mois après en être parti pour remplacer la ministre qui m'a succédé après que j'ai moi-même eu à lui succéder. Les philosophes appellent cela les coïncidences signifiantes. Au-delà des personnalités et des compétences intrinsèques des ministres, cet état de fait est symptomatique d'un pays qui se cherche, d'un pays en mal de gouvernance, d'une société tourmentée qui se cherche une voie pour l'équilibre et le progrès social. En citoyen d'une démocratie en construction et pour laquelle tant de vies sont sacrifiées, nous devons nous sentir co-responsables de la construction de cet avenir qu'il nous revient d'arracher aux fatalités des procédures et du renoncement. L'engagement politique n'a aucun sens sinon. Cela veut dire que nous ne pouvons impunément déléguer aux autres et au hasard le fardeau du sacrifice et du courage pour relever les défis de notre temps à notre place. Parce qu'il est clair que, en matière de développement économique et de progrès social et humain, notre histoire récente nous l'a prouvé, tout l'argent du monde, toute la technologie accumulée, tous les biens ne valent rien quand la détermination fait défaut, quand manque aussi la capacité de se mobiliser autour d'un projet de société, c'est-à-dire politique, scientifique, industriel, éducatif, etc. Partout, autour de nous, à travers la planète, ce sont des événements exceptionnels, parfois douloureux, parfois plus désirables, qui ont réussi à remobiliser les populations autour de projets transformateurs déterminants. Un événement, un choc, de grandes calamités, le pays en a connu, à profusion même. Certains sont des faits de nature, tremblements de terre, inondations. D'autres, le plus souvent, sont des faits de société. Inondations, coup d'État, opération Bagdad, déchoucage, émeutes de la faim, épidémie, etc. Si au cours des 10 dernières années, le taux de pauvreté a reculé de 10 points de pourcentage, notre pays conserve néanmoins le record de l'Amérique latine et des Caraïbes en matière de pauvreté et d'inégalité. Pendant que nous reconnaissons que plus de 80% des personnes se trouvant en situation de pauvreté résident dans les zones rurales, nous n'assumons pas les réformes commerciales, fiscales, monétaires, foncières qui nous permettraient d'en venir à bout. Le bilan du Parlement au cours des 20 dernières années est à ce titre révélateur. Les sorties dettes de capitaux du système bancaire, c'est-à-dire la différence entre les capitaux qui sortent et ceux qui rentrent, augmente, tandis que le pays est à la recherche de capitaux pour financer l'investissement. Les déséquilibres structurels de l'économie se sont approfondis, malgré plus de 30 ans de programmes de stabilisation et d'ajustement structurel non tout à fait assumés, non tout à fait mis en œuvre. Les niveaux de croissance réalisés restent très largement en dessous de ceux auxquels le pays devrait normalement avoir droit. L'étroitesse, la précarité et la quasi-inexistence de la classe moyenne, telle que définie dans le dernier rapport de l'ONPES, qui établit que seulement 2% de la population,
500 gourdes par jour la rendent incapable d'impulser la transformation de la société. Cette situation confine l'ensemble de la population dans la recherche de rente et le sauve-qui-peut permanent. C'est peut-être le facteur explicatif le plus déterminant de l'instabilité structurelle du pays. Il n'y a aucune manière de régler durablement le problème de l'instabilité dans ce pays sans une politique publique volontariste permettant de traiter en profondeur la question de la pauvreté et d'élargir la base de la classe moyenne. Nous devons cesser de continuer à faire de la politique comme si ces événements-là n'avaient pas existé, en amnésique inconscient de notre réalité. Que d'occasions perdues, que de rendez-vous manqués, que d'opportunités gaspillées. En matière de gestion de l'économie, le pays s'est laissé prendre au piège d'un aveuglement volontaire, un emprisonnement mental, une sorte d'enfermement fanatique. Mesdames, Messieurs, dans un contexte d'année électorale, dans notre turbulent petit pays, aborder sérieusement ces questions telles que je viens de les indiquer plus haut, est un défi parmi les plus difficiles à relever, tant les acteurs sociaux ne semblent pas avoir conscience de la gravité de la situation. Or, chaque minute perdue à aborder sérieusement ces questions nous enfonce davantage dans les abîmes de la déchéance et menace pour de bon notre capacité à revendiquer notre statut de peuple digne. J'ai bien conscience que les urgences sont prégnantes et n'attendront pas. Elles doivent trouver des solutions satisfaisantes tout en permettant de garder le cap sur l'essentiel. Le président de la République ainsi que le Premier ministre, dans leurs différentes interventions de cette semaine, ont bien mis en tête de ces urgences la réalisation des élections. Ils ont bien fait ressortir l'importance de continuer les projets déjà entamés. L'essentiel, c'est de réussir à remobiliser l'ensemble des acteurs sociaux autour de projets porteurs d'avenir et de transformation véritable au bénéfice du plus grand nombre. Mesdames, Messieurs, la situation des finances publiques est bien connue. La contrainte budgétaire s'est resserrée. Les ressources de Petro-Caribé se raréfient. Le désastre financier de l'EDH est devenu insoutenable. La notation très défavorable du pays sur les marchés financiers internationaux lui interdisent l'accès à des capitaux privés non concessionnels et le condamne à dépendre davantage de l'aide internationale, alors même que l'ensemble des pays donateurs rencontrent des difficultés internes majeures en matière d'équilibre de finances publiques. Nous ne pouvons donc pas faire l'économie d'accélérer les réformes des finances publiques dans ce contexte, et la Commission de réforme des finances publiques et de la gouvernance économique devra fonctionner à plein rendement pour renforcer l'efficacité et la transparence du système. Les liaisons entre les indicateurs macroéconomiques et de politique économique ne semblent pas toujours en cohérence. Taux directeur, taux d'intérêt directeur, taux d'inflation, rythme de croissance de la monnaie, rythme de croissance de l'économie. Parce que trop souvent, nous avons essayé de résoudre les problèmes en agissant sur leurs conséquences. Nous devons analyser en profondeur et revoir le cadre macroéconomique, veiller à l'articulation des politiques. Le cadre macroéconomique est veiller à l'articulation avec les politiques structurelles, sectorielles, etc. Il devient crucial que l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des finances publiques prennent la mesure de la fragilité de cette situation et s'engagent à faire que chaque dollar dépensé ait un maximum d'impact social positif. Pour ce faire, je m'engage à mobiliser l'ensemble des parties prenantes intéressées, tels les autres ministères, les banques, la Banque centrale, les associations patronales, les groupements associatifs urbains et ruraux, les bailleurs de fonds, la société civile, pour convenir d'une feuille de route des actions et politiques à mettre en œuvre en vue d'assurer les conditions d'une relance durable
de l'économie haïtienne. En matière de mobilisation de ressources, l'accent sera porté sur la poursuite des réformes en vue d'améliorer l'efficience et la productivité des différents champs fiscaux. Ces réformes seront incitatives et favoriseront le développement des filières porteuses, riches en emplois, tout en permettant de réduire graduellement la dépendance du pays. Avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture, nous nous tenons prêts à mobiliser toute l'énergie nécessaire pour aider au renforcement du tissu des petites et moyennes entreprises déjà répertoriées sur l'ensemble du territoire en vue d'encourager la création d'emplois et d'élargir l'assiette fiscale. La politique tarifaire sera accommodée en conséquence. En matière de réforme du climat des affaires, surtout pour celles qui ne requièrent pas un vote du Parlement, elles seront accélérées. Un accent particulier sera mis sur la fluidité des procédures en matière fiscale, de l'enregistrement des transactions et de facilité en douane. De concert avec le ministère des Travaux publics, une cohérence va être recherchée pour assurer le développement des chaînes logistiques susceptibles d'accompagner les initiatives privées locales. Les initiatives précédentes permettent de desserrer certaines contraintes qui inhibent l'activité d'entreprendre dans le pays. Elles devront faciliter également un travail plus serein avec la Banque de la République d'Haïti, la Banque centrale et le secteur financier en général, en vue de garantir un accès plus élargi au crédit à l'ensemble des acteurs économiques intéressés. La démarche décrite précédemment nous permettra de collecter des matériaux en vue de préparer avec l'ensemble des acteurs concernés un pacte pour l'emploi et la croissance économique à soumettre au Premier ministre dans un délai de 30 jours. Mesdames, Messieurs, une société du chacun pour soi où la précarité aggravée, le chômage massif et les clivages sociaux démolissent ce qui reste d'esprit public devient une proie sans défense. Les citoyens, pour se remobiliser, doivent sentir que l'État est là pour les écouter et les aider. La situation actuelle de l'économie montre bien que ce domaine de responsabilité de l'État a été abandonné, ignoré pendant trop longtemps. Des efforts sont entrepris depuis quelque temps pour donner une réponse satisfaisante. Ils doivent être renforcés. En réalité, le moment est venu de décréter l'état d'urgence économique et faire tout ce qui nous concerne pour ressusciter l'espoir dans l'avenir dans le pays. C'est comme cela que je comprends ma mission. C'est à ce travail que je vais m'atteler. Je compte beaucoup sur la bonne collaboration de l'ensemble des cadres du ministère de l'économie et des finances qui peuvent être perturbés par tous ces changements fréquents. Je les invite à garder la même attitude qu'ils ont eue et qui permettent à beaucoup de reconnaître que le ministère de l'économie et des finances, c'est un des ministères les plus solides, si ce n'est le plus solide et le plus stable, et pour cause. Je compte aussi sur la bonne compréhension des partenaires internationaux de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve ce pays et sur la nécessité de construire durablement et certaines fois même de sortir des sentiers battus. Je compte sur la volonté de mes collègues du gouvernement à travailler en bonne intelligence avec moi dans un contexte de ressources particulièrement limitées. Je vous remercie.